Bonjour, l'Assemblée des communautés de France, ADCF, et le cabinet Landau et Associés vous proposent une série de tutoriels sur les effets des recompositions territoriales après la loi NOTRe avec les moyens du réseau Idéal Connaissance. Le tutoriel que vous allez voir porte sur les effets pour les emplois fonctionnels de ces recompositions. Les premiers éléments à prendre en compte sont les évolutions à prévoir lors de ces évolutions de périmètre, qu'il s'agisse d'une fusion, d'une extension de périmètre, d'un retrait, voire même d'une dissolution d'une communauté. Dans ces cas, il faut penser éventuellement à recruter ou à conserver ses emplois fonctionnels ou à mettre fin au détachement, voire licencier les agents qui sont placés dans ces conditions d'emploi fonctionnel. Ça marche pas. Si dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans les cas d'extension de périmètre, le devenir des agents occupant des fonctions de directeur général des services, de directeur généraux adjoints des services, de directeur général des services techniques ne pose pas de problème, certains cas particuliers sont à noter, dans les cas notamment d'une fusion ou d'une dissolution de communauté. Dans les 6 mois qui vont suivre la fusion, la loi NOTRe prévoit des dispositions transitoires permettant aux directeurs généraux des services de conserver leurs emplois. Pendant cette transition, le DGS de la communauté la plus peuplée prendra le poste de DGS de la communauté issue de la fusion. Pour les autres DGS, ils seront replacés comme directeurs généraux adjoints et les directeurs généraux adjoints et directeurs des services techniques demeurent directeurs généraux adjoints. À l'issue de cette période de 6 mois, si la décision de créer des emplois fonctionnels n'a toujours pas été prise, ces emplois doivent être créés selon certaines conditions. Oui, dans ce délai de 6 mois est un délai qui permet à l'EPCI issu de la fusion d'organiser son service, d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir à la façon dont les postes fonctionnels seront répartis entre les différents agents qui ont été transférés, et plus particulièrement entre les agents qui ont été transférés et qui étaient sur des emplois fonctionnels. Mais à l'issue de ce délai de 6 mois, en principe, de nouveaux emplois doivent être créés et la nouvelle organisation doit être actée. Alors, cette période de transition permet d'éviter l'effet couperet. Parce que si la loi NOTRe n'avait pas prévu une telle disposition transitoire, il est certain que la question se serait posée du maintien des agents qui étaient en poste sur les emplois fonctionnels dans les EPCI qui ont fusionné. Puisqu'il y a maintien, une question se pose qui est de savoir sur quelle grille indiciaire les agents doivent être rémunérés. Est-ce que ces agents qui étaient sur emploi fonctionnel doivent être rémunérés sur la grille indiciaire qui était applicable dans les EPCI qui ont fusionné, ou est-ce qu'ils doivent être alignés sur la grille indiciaire applicable à l'EPCI issu de la fusion? Et cette question n'est pas neutre, parce que lorsque on fusionne, on grossit. Et si on grossit, cela signifie qu'on peut passer dans des strates supérieures qui ouvrent droit à des rémunérations plus importantes. Le dispositif de la loi NOTRe n'est pas tout à fait clair sur ce point et on pourrait discuter de la question. Néanmoins, il semble que le législateur ait surtout voulu créer un dispositif transitoire, c'est-à-dire de ne pas préjuger de ce que décidera l'EPCI issu de la fusion. Autrement dit, il est raisonnable de considérer que les agents qui étaient sur emploi fonctionnel demeurent sur ces emplois fonctionnels, lesquels ont d'ailleurs été transférés à l'EPCI issu de la fusion, et donc demeurent sur la grille indiciaire de leur emploi fonctionnel d'origine. Qu'est-ce qui permet de soutenir cela? Tout simplement le dispositif du texte qui prévoit que les agents sont maintenus dans leurs fonctions, en tout cas par exemple le DGS de l'EPCI le plus important
est maintenu dans ses fonctions de DGS, il n'est pas nommé dans de nouvelles fonctions de DGS, il est maintenu dans ses fonctions de DGS, et les DGA, DGST, ou DGS qui étaient issus, qui étaient sur des EPIC et PCI moins importants, eux sont également maintenus, nous dit le texte, certes en qualité de DGA dans le nouvel EPCI, mais ils sont maintenus. Par ailleurs, un autre argument permet de considérer que tous ces agents demeurent sur leur grille indiciaire d'origine, c'est le fait que l'ensemble de ces agents peuvent être, ils peuvent faire l'objet d'une procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, et que cette procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel ne peut se comprendre qu'au regard de l'emploi sur lequel ils sont nommés, et ils ont été nommés que sur l'emploi qu'ils occupaient dans leur ancien EPCI, puisque le nouvel EPCI n'a pas encore créé d'emploi. Donc, le plus probable est que tous ces agents restent sur leur grille indiciaire d'origine, et ce, jusqu'à la régularisation de la situation par l'EPCI issu de la fusion. Dans l'autre cas particulier, qui est le cas d'une dissolution, c'est-à-dire dans le cas où les communes membres d'un EPCI rejoignent d'autres communautés, entraînant la fin d'exercice de cette communauté, il est nécessaire de réfléchir en amont, avant donc l'entrée en vigueur de cette dissolution, à l'avenir des agents occupant ces emplois fonctionnels. Dans les mois qui précèdent, il est donc nécessaire de lancer le dialogue social, puis d'utiliser la souplesse permise par les dispositifs de fin de détachement ou de licenciement lorsque ces agents étaient recrutés par voie directe. Lorsque la création de nouveaux emplois fonctionnels est nécessaire, le déroulé est assez simple. Il est tout d'abord nécessaire de délibérer au sein de l'Assemblée délibérante pour créer les postes nécessaires, c'est-à-dire les inscrire dans une ligne budgétaire et dans le tableau des emplois. Puis, il est également nécessaire de déclarer la vacance de cet emploi créé auprès du centre de gestion. Et enfin, recruter par détachement ou par voie directe, selon les dispositions prévues par le statut des fonctionnaires territoriaux dans la loi de 1984. Cette phase est très importante, c'est la phase de régularisation de la situation. Il est impératif que le PCI issu de la fusion s'engage dans cette procédure dans le délai de 6 mois. Certes, s'il ne le fait pas dans ce délai, il n'y a aucune sanction prévue par la loi. La seule chose qui pourrait se passer, c'est que des agents pourraient demander au président de l'EPCI issu de la fusion de prendre les mesures nécessaires. Et si cela n'était pas fait, d'aller devant le juge administratif pour demander à celui-ci de mettre fin à cette situation d'inaction. Ce qui, évidemment, dans ce type de situation reste assez théorique parce qu'il est peu probable que des agents occupant des emplois fonctionnels s'engagent dans une telle procédure contentieuse. Mais cela veut dire tout de même que l'inaction de l'EPCI issu de la fusion peut être sanctionnée et qu'il faut impérativement, dans ce délai de 6 mois, régulariser la situation, ne serait-ce que pour des questions juridiques, mais plus encore d'ailleurs pour des raisons de bonne organisation du service et de bonne gestion des ressources humaines. Il ne faut pas oublier effectivement ces déclarations, de déclarer la vacance des emplois, même si, par exemple, pour les agents qui sont recrutés par voie directe, la jurisprudence n'est pas très claire. Dans un premier temps, elle avait considéré qu'il fallait procéder à une déclaration de vacance d'emploi avant de procéder à un recrutement direct, donc d'un contractuel sur un emploi fonctionnel. Une jurisprudence plus récente semble indiquer que finalement, cela n'est pas nécessaire. Il y a donc une incertitude, mais dans le doute, mieux vaut faire une déclaration de vacance, comme ça on évite tout risque contentieux. Lors du recrutement par détachement, quelques seuils sont à retenir et également ces seuils de population peuvent être utiles pour, dans le cadre d'une fusion par exemple, et donc d'une augmentation de la taille des services, de renforcer les services fonctionnels. Tel est le cas lorsque la communauté dépasse le seuil de 10 000 habitants, il y a la possibilité de recruter un secrétaire général adjoint, mais il faut prendre en considération le fait qu'un directeur de service technique ne peut être qu'un ingénieur ou un ingénieur principal ou un fonctionnaire dont l'indice brut est supérieur à l'indice brut 750. Lorsque la communauté dépasse le seuil de 20 000 habitants,
il est possible de recruter des directeurs généraux adjoints des services, qui peuvent être des fonctionnaires de catégorie A. Ces fonctionnaires viendront renforcer les services fonctionnels, notamment en permettant une organisation en silo ou même parfois une organisation transverse pour une meilleure organisation des services lorsque la communauté, encore une fois, a grossi. Au-delà de 40 000 habitants et jusqu'à 80 000 habitants, un directeur général des services ou un DGA peuvent être des directeurs territoriaux ou des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un indice brut supérieur à 985. Le but ici est évidemment de recruter des fonctionnaires très qualifiés, permettant un exercice des compétences de plus en plus techniques. Ces mêmes considérations entraînent, au-delà du seuil de 40 000 habitants et surtout au-delà du seuil de 80 000, la nécessité que les DGS et DGA ne peuvent plus être qu'administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine, conservateurs territoriaux de bibliothèques ou fonctionnaires territoriaux hors échelle B, c'est-à-dire des fonctionnaires de très haut niveau. Ces règles doivent être respectées parce que le juge administratif vérifie toujours qu'il y ait une adéquation entre la qualité de l'agent et son grade et l'emploi occupé. C'est un principe général du droit de la fonction publique qu'un fonctionnaire doit être nommé dans un emploi qui correspond à son grade. Il est vrai que il peut y avoir il y a de la souplesse dans le dispositif, mais l'idée reste que un emploi très qualifié ne peut être occupé que par un fonctionnaire qui a un grade élevé, directeur territorial, administrateur, ou à tout le moins pour des strates un peu plus faibles, la qualité d'attaché territorial. Sous quelles conditions peut-on conserver des agents fonctionnels, notamment en cas d'extension? Alors, en cas d'extension de périmètre, la personne morale, qui est la communauté, demeure. Il n'y a donc pas comme dans le cas d'une fusion ou d'une dissolution, de nouvelles personnes morales. Et l'agent fonctionnel étant attaché directement au service, il peut donc continuer ses fonctions. Cette continuité, même lorsque la communauté, ou du moins son périmètre, évolue, a l'avantage de permettre une certaine continuité dans la gestion des services. Toutefois, il faut prendre en considération le fait que lors d'une incompatibilité entre le statut et le seuil démographique, les règles sur les quelques seuils à retenir que nous venons de vous exposer s'appliquent. Mais dans le cas, par exemple, d'une évolution de périmètre qui fait augmenter la population, si jamais la communauté ne comptait qu'un seul DGS et que la communauté après extension compte désormais plus de 20 000 habitants, il est également possible de recruter un directeur général adjoint pour renforcer ses services. Alors, ce dispositif peut parfois poser quelques difficultés en pratique, c'est-à-dire que en pratique, les élus peuvent trouver que l'encadrement juridique est un petit peu trop contraignant. En effet, lorsque le PCI, du fait de son extension de périmètre, passe d'une strate démographique à une autre, cela peut avoir une incidence sur le grade nécessaire pour occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services. Et il peut donc s'avérer que le titulaire de cet emploi pouvait être suffisamment gradé avant l'extension de périmètre et ne plus l'être après l'extension de périmètre. Il est vrai que, en pur droit, il faudrait régulariser la situation. Dans les faits, il s'avère bien souvent qu'il y a un maintien du DGS en place, tout simplement parce que les élus, si ceux-ci sont tout à fait satisfaits de cet agent, ne souhaitent pas s'en détacher, et les préfectures ne sont pas très exigeantes et très regardantes sur cette question. L'essentiel pour elles est que le PCI soit bien géré, qu'il y ait une bonne continuité
et que l'extension de périmètre se fasse dans de bonnes conditions. Dans le cas de la conservation des agents fonctionnels en cas de fusion, il est nécessaire de, quoi qu'il arrive, de respecter la procédure posée par la loi NOTRe pour la fusion. C'est-à-dire qu'il faut recréer un poste selon le droit commun que nous vous avons expliqué tout à l'heure, et éventuellement recruter la même personne. C'est éventuellement l'occasion de faire évoluer le régime statutaire de cet emploi fonctionnel, notamment en matière de durée de temps de travail si cela se pose, de durée du contrat si la personne a été recrutée sur un emploi fonctionnel par voie directe, ou de faire évoluer sa rémunération. Effectivement, comme cela a été expliqué tout à l'heure, il est important de régulariser la situation en cas de fusion dans le délai de 6 mois. Il faut créer les nouveaux emplois fonctionnels, ce qui peut d'ailleurs conduire à une augmentation du nombre d'emplois fonctionnels, mais aussi peut-être par rapport aux emplois fonctionnels qui existaient dans les EPCI qui ont fusionné, à une réduction finalement du nombre d'emplois fonctionnels. C'est tout à fait possible. C'est l'organe délibérant de l'EPCI issu de la fusion qui décidera s'il maintient le nombre d'emplois fonctionnels, s'il l'augmente ou s'il le réduit. A priori, on est au minimum dans le maintien, voire dans la réduction si on est dans une logique de mutualisation. Ce qui veut dire que il faudra redistribuer les rôles entre les agents qui étaient antérieurement sur emploi fonctionnel au sein de l'EPCI issu de la fusion. L'avantage de cette organisation pour les agents qui demeureront, qui seront nommés sur les emplois fonctionnels créés, c'est effectivement de les faire bénéficier d'une carrière plus attractive si on est dans une strate de population supérieure. Dans le cas où il est nécessaire de mettre fin aux emplois fonctionnels, deux possibilités s'offrent, soit mettre fin au détachement, soit licencier l'agent qui avait été recruté par voie directe. Dans le cas où il faut mettre fin au détachement, le président doit prendre un arrêté dans lequel il notifie clairement à l'agent que son détachement va prendre fin, et également indiquer la date à laquelle se tiendra l'entretien préalable. Après cet arrêté, une information du conseil communautaire et du centre de gestion doit être menée, et ce n'est qu'à l'issue d'un délai de 3 mois, à l'issue de cette information du conseil communautaire, que la fin de détachement entre en vigueur. D'où l'importance de mener ces procédures de front, de manière transparente avec le conseil communautaire et assez rapidement. Dans le cas d'une fin de détachement, l'agent détaché sur emploi fonctionnel peut demander 3 choses, soit à être reclassé, soit à bénéficier d'un congé spécial qui n'est ouvert que sous certaines conditions, ou à percevoir une indemnité de licenciement. La procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel est un petit peu contraignante sur le plan temporel, puisqu'elle doit s'étaler sur une certaine période et respecter un certain nombre d'étapes. En revanche, elle est très souple pour ce qui concerne le motif de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. En effet, le motif peut être tiré de l'intérêt du service, peut être celui de l'intérêt du service, l'intérêt du service qui comprend notamment la perte de confiance. C'est-à-dire qu'il suffit que le président ait perdu confiance en son DGS, en un DGA, en son DGST, pour qu'il puisse mettre fin au détachement sur emploi fonctionnel. Alors, attention, il ne suffit pas de dire « j'ai perdu confiance, donc je mets fin au détachement ». Il faut qu'il y ait quand même des éléments tangibles, c'est-à-dire qu'il y ait des échanges de courriers, des échanges de mails, quelques documents qui permettent, en cas de contentieux, de convaincre le juge qu'il y avait bien perte de confiance. Donc il faut toujours avoir quelques éléments matériels. Il n'y a pas besoin d'en avoir 15.
quelques mails, quelques lettres suffisent pour qu'on puisse caractériser la perte de confiance. Cela veut dire qu'en cas de fusion, dans le délai de 6 mois dont on a parlé tout à l'heure, le président de l'EPCI peut tout à fait mettre fin au détachement de tel ou tel agent pour un motif tiré de la perte de confiance. Alors ce n'est pas le seul motif qui peut être invoqué, notamment en cas de fusion. Un autre motif tout à fait recevable pourrait être également invoqué, qui est la réorganisation du service. Si on a, au jour de la fusion, trop d'emplois fonctionnels qui sont maintenus à titre transitoire, cela veut dire que le conseil communautaire va créer un nombre d'emplois fonctionnels inférieur à celui qui a été transféré et qui est maintenu à titre transitoire. Du coup, cela se traduira forcément par des fins de détachement qui seront justifiées tout simplement par la réduction des emplois. Là aussi, c'est un motif tout à fait légal. Alors, dans le cadre de la procédure qui a été rappelée, entretien préalable, information du conseil communautaire, du CNFPT, prise d'effet de la décision dans un délai qui est celui du 3e mois qui suit l'information du conseil communautaire, il y a en principe, dans une procédure de fin de détachement, également une autre contrainte chronologique, temporelle, qui est celle que un exécutif local, maire, président de PCI, qui vient d'être élu, ne peut pas mettre fin à un détachement dans un délai de 6 mois. Cette procédure, cette contrainte procédurale a été neutralisée par la loi NOTRe dans le cadre d'une fusion. Donc, cela signifie qu'à partir du moment où le nouveau président de l'EPCI issu de la fusion est élu, celui-ci peut tout à fait immédiatement enclencher une procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel sans avoir besoin d'attendre le délai de droit commun de 6 mois. Dans le cas d'un agent recruté par voie directe, le licenciement suit une procédure assez proche du licenciement de droit privé. Un entretien préalable doit être mené, permettant un échange entre l'employeur et donc l'agent en emploi fonctionnel qui, en principe, comprend, dans le cas d'une fusion ou d'une dissolution, pourquoi son emploi va être supprimé et pourquoi il va être licencié. Il doit ensuite être notifié, cette décision de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception. La loi est assez stricte sur les éléments que doit contenir cette lettre. Elle doit contenir en particulier les motifs du licenciement, la date d'effet du licenciement, la possibilité pour l'agent de demander un reclassement, et ainsi que les conditions sous lesquelles les offres de reclassement émises par l'employeur peuvent lui être proposées. Dans le cas où l'agent est licencié et non reclassé, une indemnité de licenciement lui est versée. Là encore, pour ce qui concerne l'agent recruté par voie directe, qui est donc un contractuel, le motif du licenciement est très souple, puisque la jurisprudence reconnaît que la simple perte de confiance suffit à justifier un licenciement. Le tutoriel sur les effets des recompositions territoriales sur les agents détachés en emploi fonctionnel s'achève. Vous avez l'occasion de retrouver les autres tutoriels réalisés par l'Assemblée des communautés de France avec le cabinet Landau et Associés et les moyens du réseau Idéal Connaissance.